Bonjour à tous, merci d'être si nombreux avec nous ce soir sur ce nouveau webinaire organisé par les formations La Gazette des communes. Comme vous le savez, la réforme de la formation des élus a été promulguée il y a peu. La Gazette des communes, en tant qu'organisme de formation et surtout organisme agréé par le ministère de l'Intérieur pour la formation des élus, vous accompagne. Et nous sommes ce soir en présence de Joël Provenchère, qui est directeur pédagogique de l'ensemble des formations de la Gazette des communes, et Maître Simon Ray, qui intervient en tant qu'avocat, expert sur l'ensemble des problématiques relatives au fonctionnement des collectivités territoriales et de la coopération intercommunale. Donc, nous allons ce soir faire un point sur ce qui avait lieu d'être avant cette réforme et surtout, ce qui doit vous intéresser en premier lieu, ce que la réforme apporte au niveau de la formation des élus. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire, nous y répondrons à la fin. Et si jamais nous n'avions pas le temps imparti pour le faire, sachez que vous aurez des réponses personnelles et personnalisées à l'issue de ce webinaire. Donc, à tous un très bon webinaire et je laisse la parole à Joël Provenchère et à Maître Simon Ray. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je suis Joël Provenchère, directeur pédagogique et commercial pour les formations de la Gazette des communes. Et moi, je suis Simon Ray, avocat associé au sein du cabinet Adaltis, ex-Adamas. Alors, du coup, ce point, ce webinaire que nous avons décidé d'organiser, puisque comme vous avez pu le constater, en tout cas, si vous ne le savez pas, donc, il y a un certain nombre de textes qui sont sortis concernant la formation des élus, dont certains récemment qui datent de fin janvier. Et il nous a semblé utile, opportun d'organiser ce webinaire consacré donc à la formation des élus, en sachant que du coup, ce sujet-là donc bouge de manière très très fortement là ces dernières semaines et que c'est pas tout à fait terminé puisqu'on attend encore quelques éléments qui viennent compléter l'édifice, mais on pourra en parler aussi tout au long juste pour la bonne gestion de ce webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions via le chat, via les questions en fait, qui sont disponibles sur le module qui a dû s'afficher sur votre écran. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire et on tâchera d'y répondre du mieux possible à la fin de nos interventions. Alors, rapidement, donc, quelques mots sur la Gazette des communes, la partie formation. Donc, on vous a mis un bel icône avec nos formations de 2021, avec bien évidemment des formations qui peuvent se dérouler en classe virtuelle ou en présentiel, et également des dispositifs e-learning. Alors, les différentes thématiques que vous avez indiquées sont nos grands domaines d'intervention traditionnels au niveau des formations, donc le management, les ressources humaines, la partie finance, tout ce qui est numérique, le marketing territorial, le développement aussi, il y a tout ce qui est par exemple le commerce, tout ce qui est administration générale et juridique, donc là c'est vraiment le fonctionnement général de la collectivité, avec par exemple des thématiques sur l'état civil, juste comme ça, le droit funéraire, etc. Les marchés publics. Dans le vocabulaire gestion technique, il y a tout ce qui tourne autour de tout ce qui est urbanisme, voirie, travaux, pour l'essentiel. GEMAPI aussi, des choses comme ça. Et puis l'action sociale également, qui fait partie des thématiques qu'on peut traiter au travers de nos formations, que ce soit sur des thématiques qui ont trait au RSA, par exemple, mais aussi, par exemple, aux assistants maternels ou à la télémédecine, des sujets qui sont un peu plus larges, qui touchent également le secteur sanitaire. Et puis rapidement, un point nouveau, depuis quelques mois, la Gazette des communes a développé une plateforme de formation à destination des élus qui s'appelle Edu Academy, qui a vocation du coup à dispenser tout un tas de contenus de formation sous différents formats, que ce soit en présentiel, pardon, en
avec des vidéos, des fiches pratiques, des classes virtuelles également, des activités pédagogiques aussi avec des montages, des quiz permettant du coup d'aborder tous les fondamentaux de l'organisation et du fonctionnement d'une collectivité afin de fournir, on va dire, un socle de connaissances de base efficace pour l'ensemble des élus, quels qu'ils soient. Voilà, donc je vous invite à aller sur le site Élu Academy si ça vous intéresse, eluacademy.fr, de manière à voir du coup le contenu. Il y a aussi un parcours 100% dédié à la transformation digitale dans les collectivités, qui est également un contenu très riche, fait avec Gilles Babinet, une personnalité très connue du monde du web. Voilà, donc je vous invite à aller faire un tour sur notre site et de voir du coup si éventuellement ça peut bien évidemment répondre à vos objectifs de formation pour vos élus. On vous a mis le petit tampon formation agréée par les élus parce que bien évidemment la Gazette des communes est agréée par la formation des élus. Donc voilà, c'était à noter. Alors, on s'est réparti la tâche avec Maître Ray. Donc je vais démarrer, on va dire, ce webinaire et puis il va le poursuivre et le finir. Et du coup, on pourra échanger également donc à la fin tous ensemble par rapport à ça. Donc, l'objectif, c'était de vous montrer du coup toutes les règles qui sont applicables, donc qui étaient applicables avant la réforme. Donc, c'est toutes les règles dont on va parler là rapidement. Et puis de voir du coup aussi tout ce qui change, parce qu'il y a pas mal de choses qui changent avec des modifications quand même qui sont substantielles, voire même radicales. Donc, c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que ça peut vous donner des idées aussi pour la formation de vos élus. Alors, si on prend les obligations de la collectivité. Alors, il y a deux aspects dans la formation des élus. Il y a d'une part, on va dire, les obligations de la collectivité, et puis il y a le dispositif qui est à disposition des élus au titre de justement de ce qu'on appelle maintenant le DIF, enfin DIF élu, qui est en train de bouger du coup en un véritable CPF élu en fait. Donc, d'une part, les obligations de la collectivité, ça c'est une obligation qui a vocation du coup à traiter les demandes en collectif, voilà, mais on verra que ça bouge un petit peu par rapport à ça. Et puis le DIF élu, il a plutôt vocation, en tout cas dans son esprit, dans la manière dont il est construit, à répondre plutôt à des objectifs, à des demandes individuelles, même si elles doivent toujours rester dans l'objectif de répondre à un objectif qui est lié au mandat exercé par les élus. On ne peut pas faire n'importe quelle formation, on verra ça un peu plus tard. Donc, l'obligation de la collectivité, pour revenir à ce point-là, déjà, le premier point, c'est de voter le plan de formation des élus, d'accord, et un budget donc, qui doit être alloué donc, dans les 3 mois qui suivent la prise de mandat. Comme je l'ai rappelé dans le slide, les dépenses de formation sont une dépense obligatoire. Je ne vous cache pas qu'on verra plus loin, mais que le rapport de l'IGAS de janvier 2020 a pointé du doigt le fait que, malgré que ce soit une dépense obligatoire, elle n'était quand même pas très, très suivie dans beaucoup de collectivités. Donc, beaucoup de collectivités ont fait l'économie de dépenses de formation auprès des élus. Est-ce que c'était une vraie économie? Ça, ce sera à tout le monde d'en juger. Mais la réalité, c'est qu'en fait, du coup, ils n'ont pas répondu à une obligation qui leur a été donnée. La cotisation, du coup, doit s'effectuer à hauteur de 1% à minima du montant des indemnités des élus aux DIF élus. D'accord? Donc, à minima, il y a 1% du montant des indemnités qui doit être consacré aux DIF élus. Et pour les obligations de la collectivité, donc là, pour ce que vous devez faire, vous, en tant que collectivité, au sens de votre obligation, le minimum, là, c'est 2%. Et le maximum, c'est 20% du montant des indemnités de fonction qui peuvent être allouées. Donc, le quart pour vous, collectivité, quand vous décidez d'un plan de formation pour les élus, au titre de votre obligation en tant que collectivité, c'est entre 2 et 20%. Et en plus de ça, vous avez une cotisation de 1% du montant des indemnités qui, elle, en revanche, est liée au DIF élu. Donc, on va dire, deux contributions quelque part à la formation des élus. Et enfin, les communes membres des NPCI peuvent effectivement transférer cette compétence si nécessaire.
On vous a mis des liens régulièrement dans le slideshow que vous aurez, hein, si vous ne l'avez pas, vous l'aurez, de manière à ce que vous puissiez également aller sur des ressources complémentaires qu'on a proposées dans le dispositif. Alors, donc je reviens sur ce que je disais, donc 2 dispositifs disponibles pour se former. Le plan de formation de la collectivité, d'accord? Donc là, c'est la formation qui est organisée à l'initiative de la collectivité. On est sur les fameux 2%, 20% en termes d'indemnité. Et puis, le droit individuel à la formation des élus. Et là, on est sur le 1% dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, c'est les formations qui sont organisées à l'initiative des élus. Mais encore une fois, on verra que ça ne peut pas être non plus n'importe quelle formation. On peut pas faire je me permets de vous couper, Joël, parce qu'on a une question en fait qui arrive exactement dans ce dont vous êtes en train de parler. A-t-on le droit de cumuler le droit à la formation des élus et le DIF formation? Et dans ces cas-là, comment faire? Alors, on va en parler juste après, tout à l'heure. Mais vous allez voir que oui, maintenant oui, mais sous certaines conditions. Voilà, avant ce n'était pas possible, mais maintenant c'est un des apports de la réforme qui va permettre cela. Voilà. Très bien. Mais effectivement, c'est un point important et effectivement, on va le voir. Donc là, pour l'instant, on vous fait on y va doucement. On vous dit pas tout de suite, tout maintenant, mais effectivement, vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est possible. Et c'est important déjà d'avoir bien en tête le dispositif tel qu'il existe déjà de base. Et on va voir qu'effectivement, ce dispositif, il est en train d'évoluer. Il y a des aspects où il évolue dans le bon sens, très clairement. Et puis, il y a d'autres sujets où là, on sent que ça pourrait coincer un tout petit peu. À cela s'ajoutent des droits additionnels qui viennent compléter ça. Non, je ne vais pas rentrer en détail de ces droits additionnels parce qu'ils sont assez complexes dans la prise en compte, notamment le congé de formation, 18 jours par ALU, c'est assez compliqué à mettre en œuvre en réalité en fait dans la mise en œuvre parce qu'il faut demander un certain nombre d'autorisations soit auprès de l'employeur, soit auprès aussi de sa mairie, et donc c'est assez compliqué. Et en vrai, il n'y en a pas tant que ça qui sont demandés, quoi, des congés de formation. Ça ne veut pas dire que c'est pas opportun, mais c'est pas extrêmement usité comme outil. La prise en charge des frais annexes. Donc ça, effectivement, c'est tout ce qui est déplacement et hébergement. Je crois qu'on a une grille juste après qui détermine un peu les montants de ces frais. Et puis, effectivement, il y a possibilité d'avoir une prise en charge des pertes de revenus du fait de l'exercice de son droit à la formation. Par exemple, vous avez une activité professionnelle, vous êtes un indépendant, vous arrêtez votre activité parce que vous êtes commerçant ou voilà, vous avez une activité, vous devez vous arrêter pour vous former. Vous avez du coup une perte de revenus. Ça, c'est fléché également par les législateurs. Il y a un tableau qui existe qui indique les niveaux de prise en charge qui sont possibles pour du coup compenser cette perte de revenus. Donc ça, il y a déjà des dispositifs qui existent, on va dire, qui favorisent, on va dire, la réalisation des actions de formation auprès des élus. Hein. Mais on va voir que du coup, il y a plus de fluidité aussi qui est apportée dans le dispositif. Aujourd'hui, le défi des élus locaux, c'est quoi? En gros, c'est… alors, je ne reviens pas trop sur le dispositif d'obligation de formation pour les collectivités, parce qu'il est clair, en fait. Hein, c'est un budget qu'il faut voter dans un délai de 3 mois, dépenses obligatoires entre 2 et 20%. Et après, il faut effectivement que la mise en œuvre de l'action de formation doit se réaliser dans la première année. Donc, c'est quelque chose d'assez effectivement contraignant. Mais en même temps, si vous démarrez le mandat politique sans que vos élus soient formés et qu'ils comprennent le fonctionnement d'une collectivité, c'est un peu un problème. Donc, c'est quand même normal aussi de former les élus d'entrée de jeu. Le DIF élu, par contre, donc là, on a 20 heures de formation qui sont cumulables chaque année. Donc, ça veut dire qu'au global, vous aurez un cumul de 120 heures maximum sur la totalité du mandat. Nouveauté apportée par du coup des textes là, qui sont sortis en juillet 2020, fin juillet, le 29, je crois. Le DIF élu est utilisable tout de suite. Dans la précédente mandature, il fallait attendre 1 an pour pouvoir commencer à utiliser son DIF. Là, non, c'est tout de suite. Vous êtes élu en mars, vous pouvez être formé tout de suite grâce à votre DIF élu. Vous avez été élu du coup en juin, juillet parce que du fait du Covid, de la crise et du report d'élection, très bien, vous pouvez vous former tout de suite grâce à votre DIF élu. Il est exigé, enfin, vous pouvez l'exiger tout de suite. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. Et puis, autre point, qui n'est pas toujours
anticiper, c'est qu'il est aussi utilisable jusqu'à 6 mois après l'expiration du mandat de l'élu. Donc ça veut dire que quel que soit le moment à laquelle vous allez, on va dire, arrêter votre mandat, ben vous aurez la possibilité de pouvoir utiliser vos heures, du coup, vous accumulez au titre de votre DIF, après, du coup, pendant 6 mois après la fin de votre mandat. Donc ça, c'est important parce que l'objectif du législateur, il est simple, c'est de favoriser, on va dire, en tout cas, la possibilité de se reconvertir pour des élus qui, du coup, ont exercé un mandat pendant un certain nombre d'années. Ça peut être 2, 3, 5, 10. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir permettre à ces élus de pouvoir se former et, du coup, d'aller vers des formations, plutôt a priori des formations de type reconversion. Donc, on verra aussi que là, dans le fléchage des formations qui seront éligibles et que le législateur, notamment la Caisse des dépôts, acceptera, et ils auront leur mot à dire et ils ne vont pas accepter tout et n'importe quoi. Donc, les formations éligibles, hein, ça fait la transition. Donc, on a toutes les formations qui sont relatives à l'exercice du mandat. D'accord. Donc, encore une fois, ça reste quand même cadré. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi comme formation. Ou effectivement, les formations qui contribuent à la réinsertion, ce que je viens de dire, à l'issue du mandat. Donc, sur l'offre de formation prévue dans le cadre du CPF des salariés. Donc là, on rentre plus dans des formations qui sont sur des listes déjà existantes, sur les listes notamment de registres spécifiques des formations professionnelles au titre du CPF. Et là, du coup, effectivement, vous pouvez, si vous choisissez une formation pour vous reconvertir, ben, dans ce cas-là, vous pouvez accéder à des formations qui sont avec le logo CPF. Et ces formations-là, effectivement, du coup, elles seront automatiquement, normalement, éligibles. Je ne vois pas pourquoi la Caisse des dépôts viendrait trouver à redire à cela. Parce que l'objectif du CPF, c'est de permettre justement d'augmenter l'employabilité et permettre la reconversion rapide des individus. Pour exercer son droit, donc l'élu doit faire sa demande par écrit et de manière dématérialisée à la Caisse des dépôts. Donc, on vous a indiqué l'adresse du DIF élu, donc qui était un site. Alors ça y est, ils ont mis à jour le site de DIF élu. Ça faisait déjà là, les dernières ordonnances qui datent de fin janvier. En fait, le site DIF élu n'avait pas été mis à jour tout de suite. Donc là, il a été mis à jour il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que ça doit faire peut-être aller 2 semaines. Il a été mis à jour sur les nouveaux textes, entre guillemets. Attention, il y a un détail qui est un petit peu important, c'est qu'il y a un délai d'instruction de 2 mois de la demande. D'accord? Donc ça, c'est un point important parce qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une formation le 25 avril au titre et utiliser votre DIF élu pour ça, ben, la Caisse des dépôts va vous dire non, pas possible. Entre le 25 avril et le 22 mars, il y a 5 semaines, il me faut 2 mois. Donc, si votre formation, c'est pour éventuellement début juin, normalement, ça devrait être bon, en tout cas sur les délais. Mais si c'est fin avril, c'est net. Donc, faites attention, anticipez ça. Et on va voir que c'est important d'anticiper par rapport aux nouveaux textes qui sont sortis. Parce que si du coup, il y a un certain nombre d'actions de formation que vous voulez réaliser assez rapidement, attention, les délais de prise en compte, en tout cas au titre du DIF élu, attention, n'oubliez pas que votre collectivité a une obligation de formation. En tout cas, au titre du DIF élu, vous aurez sans doute des difficultés. Alors, sauf, je ne sais pas si aujourd'hui on peut négocier de ces délais-là avec la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, sur leur site, c'est écrit noir sur blanc. Et moi, je les ai au téléphone et c'était pareil. Et on a eu même, nous, des refus sur certaines formations de prise en compte à cause de ça. Parce que des gens, en fait, étaient sur un délai qui était référé à 2 mois. Donc, oui, à 2 mois. Et donc, du coup, refus de prise en charge parce que le délai était trop court. Donc, ça, il faut l'avoir en tête parce que les règles ont vraiment beaucoup changé sur tous ces sujets-là au niveau de la pratique aussi de la formation professionnelle du côté de la Caisse des dépôts. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment anticiper vos projets de formation. Donc, la première année de mandat, ça, j'en ai déjà parlé, donc, sur le fait que effectivement, vous pouvez utiliser vos 20 heures de DIF du coup, dès la première année. Donc, ça, c'est le décret effectivement dont je parlais du 29 juillet 2020. Le coût horaire des maximums des frais pédagogiques. Alors ça, c'est un feuilleton, puisque en fait, on a eu un premier coût qui était fixé le 29 juillet, pareil, donc il y a eu 2 textes, en juillet, un sur on va dire le
le fait qu'on pouvait utiliser son DIF dès la première année, et puis un sur le montant horaire. Alors, 29 juillet, eh ben, le texte disait que c'était 100 €. Donc, on avait 100 € hors taxe, qui était le plafond maximum de prise en charge de la Caisse des dépôts. Donc, plafond maximum, ça ne veut pas dire que c'était forcément que toutes les actions de formation devaient être financées à hauteur de 100 € de l'heure. En tout cas, c'était le plafond maximum qui disait là, voilà, si demain c'est 110 €, on ne prendra pas en charge 110 €. Voilà. On prendra 100 € si vous voulez, mais pas 110. Là, aujourd'hui, Caisse des dépôts dit non, non, c'est plus 100 €. Donc, texte du arrêté du 16 février 2021, c'est plus 100 €, c'est 80 €. Donc, en 6 mois de temps, on n'a pas du 20 €. Donc, sur le montant maximum de prise en charge par la Caisse des dépôts. Donc, on peut penser qu'entre-temps, il y a eu plein de demandes de financement qui sont arrivées avec des montants qui étaient souvent à 90 ou à 100 € et que donc, de ce fait, du coup, la Caisse des dépôts a décidé d'agir avant que ce soit trop tard parce que derrière, il y a clairement une question de financement du DIF élu par l'ensemble des collectivités et surtout de la Caisse des dépôts. Voilà. Donc, il y a également, au titre du DIF, la possibilité d'avoir des remboursements de ses frais de déplacement ou de son séjour, selon le tableau qui est juste indiqué, qui est un peu en petit là, mais vous l'aurez du coup également avec le support. Donc, il y a des montants qui sont indiqués sur les différentes prises en charge sur les frais de déplacement. Voilà, c'est à prendre en compte parce que c'est bien évidemment, ça peut jouer. Voilà, dans un contexte où maintenant on peut aussi réaliser un certain nombre de formations en distanciel, bon, forcément, ça peut avoir moins d'importance. Mais sachez qu'en tout cas, cette possibilité, elle existe aussi pour les frais de déplacement et les frais de séjour. Voilà. Mais retenez bien ça, donc DIF élu, première année, tout de suite, vous pouvez l'utiliser. Le montant, du coup, est passé il y a maintenant un mois à 80 € hors taxe maximum de prise en charge. Et on verra que du coup, ça change parce que d'ailleurs, il y a une réforme complète du DIF. Pour les formations donc, qui rentrent dans le cadre du plan de formation de la collectivité. Donc là, donc on vous indique les différentes procédures. Alors, dans les 3 mois qui suivent l'installation, normalement, l'organe délibérant doit définir les orientations et préciser les crédits alloués pour le droit à la formation de ses membres. Ça, c'est la première décision. Deuxième décision, il faut bien sûr du coup définir le montant. Donc, beaucoup de collectivités fixent à 2% en général. Voilà, ils démarrent à 2%. Certains, du coup, après, font un peu plus, mais globalement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Sauf s'il y a un effet cliqué sur des budgets antérieurs et donc on reconduit, on va dire, des budgets un peu à l'identique. Voilà, ça, après, ça dépend aussi de la volonté politique de la collectivité. Dans tout état de cause, en tout cas, ça ne peut pas être plus de 20%, comme je vous l'indique, du montant des indemnités de fonction de l'ensemble des élus. Sur la procédure, j'ai déjà donné des indications sur le fait qu'il faut faire la demande auprès du maire. Toujours, ça doit correspondre à l'exercice du mandat. Ça peut être en présentiel ou en ligne. Ça, c'est important parce que du coup, avec l'explosion des formations en classe virtuelle, distancielle, du coup, c'est un point à prendre en compte. Bien évidemment, mais faut-il le rappeler, l'organisme de formation doit être agréé par le ministère de l'Intérieur pour la formation des élus. Alors, sur ce sujet-là aussi, on ne l'a pas précisé un peu plus loin dans notre présentation, mais ça bouge également de ce côté-là. Et notamment, retenez par exemple que les CAUE qui étaient traditionnellement avaient obtenu il y a quelques années un agrément d'office pour la formation des élus, cet agrément, il va sauter et au 1er janvier 2022, je crois, ils n'ont plus l'agrément pour la formation des élus. Donc, tous les CAUE qui faisaient de la formation pour les élus, dans 9 mois, c'est terminé. 8 mois, c'est terminé. Ils n'auront plus le droit de faire de la formation pour les élus. Sauf peut-être s'ils font, je ne sais pas s'ils ont d'autres, en tout cas, il ne sera pas automatique ce droit. Il faudra qu'ils passent par toutes les étapes que tous les organismes de formation doivent suivre et devront suivre à l'avenir parce que ça aussi, c'est un sujet qui va être sur la table, qui est déjà sur la table, sur le côté professionnalisation des organismes de formation et donc faire en sorte que demain, les organismes soient agréés par le ministère de l'Intérieur, ce ne soit pas juste une procédure administrative, mais qu'on soit bien vraiment dans le registre de la qualité
de la formation, et donc on va se rapprocher de ce qui se fait dans le privé aujourd'hui. Voilà, voilà ce qu'on peut dire là, sur tous ces sujets. Après, sur les éléments précis, bon, la convention de formation, elle est signée par le maire ou le président de l'Interco. Tous les justificatifs bien sûr doivent être fournis. Ça semble évident, mais ça va mieux en le disant. Et puis, effectivement, il peut y avoir donc, des remboursements de frais de déplacement, de séjour. On l'a déjà dit, ça également. Donc, si on veut faire une petite synthèse de l'ensemble de ces éléments pour ce qui existait avant, et ce que, comme l'a rappelé Joël, qui est tout à fait fondamental, puisque la réforme qui est en cours, on va le voir, et qui est en cours de mise en œuvre, elle ne change pas foncièrement l'architecture des modalités de formation, des modalités de financement plutôt des formations envisageables, puisque, comme vous le voyez ici, on a deux grands modes de formation, deux grands modes de financement des formations envisageables qui, demain, avec la réforme, resteront ces deux grands modes de financement. Comme l'évoquait Joël, on a tout d'abord la formation à l'initiative de la collectivité, qui est financée par le budget de la collectivité. Donc, comme on l'évoquait, dans les 3 mois de l'installation, la collectivité territoriale va devoir délibérer pour définir des programmes de formation et envisager une enveloppe afférente de financement selon la fourchette qu'évoquait Joël, entre 2% à minima des indemnités de fonction existantes pouvant être allouées par la collectivité et 20% de ce montant-là. Sur ces formations, et l'autre grand mécanisme de formation qu'on a évoqué, c'est les formations qu'on appelle à l'initiative des élus, qui sont le DIF élu et qui font l'objet de ces modes de financement. Donc, si on essaye de faire en synthétique un petit comparatif entre ces deux grands modes de formation, de financement de la formation, pour les formations éligibles au titre des formations à l'initiative des collectivités, elles seront nécessairement en lien avec le mandat. Donc, seules les formations qui sont en lien avec le mandat de l'élu pourront faire l'objet d'une prise en charge par la collectivité dans ce cadre-là. Donc, il faut bien évidemment qu'on ait un organisme qui bénéficie d'un agrément délivré par le ministère compétent, qu'elle soit adaptée aux fonctions des élus, qu'elle ne soit pas trop coûteuse et qu'elle reste dans l'enveloppe financière allouée par la collectivité. Ici, c'est une principale différence avec les formations qui peuvent être financées dans le cadre du DIF élu, puisque dans le cadre du DIF élu, vous pouvez bénéficier de formations, certes en lien avec le mandat, mais également des formations qui permettent une reconversion professionnelle, comme l'évoquait Joël tout à l'heure. C'est une des principales différences sur les formations pouvant être prises en charge selon ces deux types d'outils. Les financeurs, pour les formations à l'initiative de la collectivité, c'est le budget de la collectivité, dans les 2 à 20%, alors que le DIF élu, c'est un prélèvement sur les indemnités de fonction perçues par les élus locaux. Donc, c'est les élus qui vont financer le droit individuel à formation des élus locaux dans un montant à minima de 1% prélevé sur les indemnités de fonction perçues par les élus. Et on verra là-dessus, la réforme maintenant instaure un prélèvement à la source sur ces cotisations-là. Donc, comme on l'évoquait, la différence, le montant, c'est entre 2 et 20% du montant total des indemnités pour la formation à l'initiative de la collectivité. Et pour le DIF élu, on est sur un taux de 1% prélevé sur les indemnités de fonction des élus et avec le plafond du coût horaire maximal des frais pédagogiques qui ne peuvent pas excéder désormais 80% hors taxe, 80 euros hors taxe en la matière. De même, le DIF élu, vous avez 20 heures par an, cumulables sur la totalité du mandat, donc 120 heures sur la totalité du mandat, et on peut l'utiliser dès la première année. Enfin, sur l'aspect formation à l'initiative de la collectivité, la procédure à mettre en place, comme on l'a évoqué, c'est une délibération du conseil de l'organe délibérant de la collectivité qui détermine le programme de formation, fixe les crédits ouverts et chaque année, on doit avoir un débat annuel
et avec un tableau récapitulatif de l'ensemble des formations qui ont été accordées pour les élus de la collectivité et qui devraient être annexées au compte administratif lors du vote du compte administratif par la collectivité. Le DIFELU, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui gère ce fonds et qui instruit les différentes demandes dans un délai de 2 mois. Donc voilà en gros les principales différences des mécanismes existants avant la réforme. Ici, on l'a exposé tel que cela existait avant les réformes. Mais on insiste, avec la réforme, on est venu modifier certains aspects, mais cette architecture avec ces 2 grands modes de formation reste en l'état. Donc, maintenant, on vous propose d'analyser les modifications prévues par cette réforme, notamment par cette ordonnance du 16 janvier 2021 qui est venue poser les bases de cette réforme. Alors, juste rapidement, parce qu'en fait, cette réforme, elle vient de loin, enfin, de loin, ou pas vraiment de loin en fait, pour ceux qui ont suivi ça de près. En fait, il y a eu un rapport de l'IGAS en janvier 2020, assez complet, qui fait à peu près 120 pages, 130 pages, qui a fait une analyse très précise des montants, enfin de la formation du coup des élus, que ce soit sur la partie obligation des collectivités ou sur la partie DIFELU. Et donc, cette analyse était assez terrible, entre guillemets, parce que du coup, elle montrait clairement des disparités terribles dans le fonctionnement de la formation des élus. Donc, j'ai sorti quelques chiffres, quelques éléments qui sont issus du rapport de l'IGAS. Donc, en gros, les collectivités consacrent 15 millions d'euros là où elles devraient en budgéter 34. Bon, voilà, donc pas de commentaire particulier, le chiffre est parlant. Plus de 60% des communes qui n'ont exécuté aucune dépense de formation pour leurs élus. Environ moins de 3% des élus qui suivent annuellement une formation. Et en 2019, donc année qui a été une année de demandes énormes sur le DIFELU qui précédait les élections, donc beaucoup de demandes de formation qui étaient en lien avec les élections, notamment des formations sur la communication, la prise de parole en public, le media training, des choses comme ça. Et donc, quand même 14% des bénéficiaires qui ont capté 50% des crédits. Donc, autant vous dire que la réforme qui est arrivée, forcément, l'objectif, c'était de récolter tout ça, parce que sinon, si ça continuait comme ça, le système allait dans le mur, notamment financièrement, parce que du coup, imaginez que l'ensemble des bénéficiaires se mettent à consommer autant que ceux qui avaient déjà consommé les 14 premiers pourcents. Là, bien évidemment, l'ensemble des crédits était complètement mangé et le système allait dans le mur. Et c'est une des raisons principales de cette réforme. Mais en même temps, le législateur, du coup, il a voulu, au travers de cette réforme aussi, qui avait aussi clairement un enjeu financier, mais il a voulu aussi, du coup, complètement réorganiser et revoir la manière dont la formation pouvait être réalisée dans les collectivités et comment, du coup, ce DIFELU pouvait être utilisé. Donc, on verra que dans la suite, que finalement, il y a des endroits où, effectivement, on voit bien qu'il y a un souci d'économie, on va dire d'optimisation. Et puis, en même temps, il y a aussi, d'un autre côté, le fait d'apporter de la souplesse et d'apporter, du coup, des mécanismes un peu originaux dans la manière de gérer l'information. Je vous laisse la parole, Maître. Donc, cette réforme, tout d'abord, elle a été initiée par la loi Engagement et Proximité du 27 décembre dernier, qui a habilité le gouvernement à procéder par ordonnance à une réforme de la formation des élus, dans un délai déterminé qui a été reporté eu égard à la crise sanitaire. Et donc, cette réforme, qui, dans l'esprit du législateur, avait vocation à chambouler globalement l'ensemble des mécanismes de formation qu'on évoquait, finalement a abouti à garder l'architecture actuelle et en apportant des touches de modification, d'évolution sur certains aspects. Donc cette réforme, c'est l'ordonnance du 20 janvier 2021 qui a été adoptée. Là-dessus, sachez qu'actuellement, devant le Parlement, on a le projet de loi qui vise à ratifier cette ordonnance, d'où la première lecture
interviendra en séance publique le 8 avril prochain. Et cette ordonnance du 20 janvier 2021 prévoit une entrée en vigueur échelonnée des dispositifs prévus. La plupart des éléments qu'on va voir entrent en vigueur au 1er janvier 2022. Toutefois, on a certaines modifications qui sont applicables depuis la promulgation de cette ordonnance en janvier 2021. Là-dessus, vous le verrez, notre propos sera nécessairement incomplet. Pourquoi? Parce qu'on a de nombreux décrets d'application qui doivent intervenir pour, quelque part, mettre en musique les principes et les évolutions et les orientations qui ont été prévues par cette réforme et par cette ordonnance. Donc ici, voilà, on est sur une réforme, j'ai envie de dire un peu à minima, puisqu'on n'est pas sur une refonte globale de l'ensemble des dispositifs de formation et de financement plutôt de la formation des élus, mais on est plus sur une adaptation de certaines règles en la matière. On le verra sur certaines évolutions qui sont plutôt intéressantes. Donc, sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans l'analyse de ces différentes évolutions. Première évolution et quelque part plutôt première précision prévue par l'ordonnance sur quelque part le budget prévisionnel des collectivités qu'elles doivent accorder à la formation de leurs élus. Un des mécanismes avec l'autre mécanisme, on parlait du DIFELU. Sur ce mécanisme-là, comme je vous le rappelais, comme on a insisté là-dessus, la collectivité doit, dans les 3 mois suivant son installation, déterminer le montant, le budget prévisionnel qu'elle va affecter aux dépenses de formation dans la limite qu'on évoquait, 2% du montant plafond des indemnités de fonction, majoration comprise, et on ne pourrait, en tout état de cause, dans le réel des dépenses effectivement engagées au cours de l'année pour des formations des élus, on ne pourrait pas excéder 20% de ce montant. Mais avant la réforme, on ne savait pas, on avait un doute sur l'étendue des dépenses qui devaient être prises en charge dans cette fourchette. Par exemple, est-ce qu'on devait prendre les frais pédagogiques de formation plus les remboursements de frais de déplacement et d'hébergement et de séjour pour les formations? Est-ce que c'était l'ensemble de ces frais cumulés qui devraient entrer dans cette fourchette-là ou c'était les seuls frais pédagogiques de formation? Là-dessus, la question n'était pas tranchée. Dans le doute, on intégrait l'ensemble des frais. Ici, l'ordonnance clarifie clairement le champ des dépenses à prendre en compte. C'est bien les seuls frais de formation, les seuls frais pédagogiques de formation, à l'exclusion des remboursements de frais de déplacement et de séjour ou de compensation des pertes de revenus qui sont prises en compte dans ces enveloppes. Donc, quelque part, ça conduit mécaniquement à accroître la potentialité budgétaire qu'une collectivité peut accorder au financement des formations pour ses élus. Donc, c'est bien un maximum de 20% sur les frais pédagogiques engagés. Les frais de déplacement et de séjour viennent au-delà de cette enveloppe maximale. Deuxième apport de cette réforme, et une multitude d'apports, puisque c'est là-dessus qu'on a les principales modifications de la loi, c'est sur le DIFELU. Puisque sur le DIFELU, l'ordonnance propose plusieurs évolutions et plusieurs modifications. La première modification sur le DIFELU, on va changer un petit peu le prisme et les modalités de fonctionnement de celui-ci. Toutefois, je risque de vous décevoir sur le degré de précision puisqu'on est dans l'attente d'un décret d'application qui va venir préciser et exposer de manière très précise l'ensemble de l'évolution envisagée. Quelle est cette évolution? Comme vous le disait Joël tout à l'heure, actuellement, avant la réforme, le DIFELU, c'était 20 heures de formation par an cumulable sur l'ensemble du mandat, c'est-à-dire 120 heures pour vous permettre de vous former au titre de votre mandat. Ici, l'ordonnance prévoit désormais que le DIFELU ne sera plus comptabilisé en heures, mais en euros, et ce, depuis le 22 janvier 2021. Toutefois, là-dessus, je ne peux pas vous en dire bien plus, puisqu'on est dans l'attente d'un décret en Conseil d'État qui doit intervenir, qui va venir nous préciser comment calculer ce DIF
en euros et quelles sont les règles de plafonnement de ce DIF en euros. Donc là-dessus, même si on a quelques bruits de couloir qui conduiraient, et puis Joël, là-dessus, je pense que vous avez plus d'éléments que moi. Oui. Alors, en fait, rapidement, là, sur ce point-là, d'ailleurs, sur le site de la Caisse des dépôts, ils expliquent bien que le texte sera pris au plus tard en juillet 2021. Encore heureux, j'ai envie de dire, parce que du coup, en juillet 2021, on sera à terme de la durée. Les chiffres qui circulent, c'est entre 500 et 1000 euros. Il y a pas mal de gens qui parlent de 700 euros. Voilà, enfin, en tout cas, c'est dans ces chiffres-là qui circulent. Donc, ce qui veut dire que si vous savez compter, 20 heures de formation que vous aviez avant, d'accord, auquel finalement il y avait un plafond maximum de 100 euros, puis finalement qui passait à 80 euros. Allez, ça pouvait vous monter à un budget maximum éligible par an de 1 600 euros. Donc là, ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, ce qui semblerait se dessiner, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt un budget à hauteur de 700 euros, donc ce qui représente 2,5 fois à 3 fois moins quasiment, entre guillemets, par rapport au maximum qui est éligible, en tout cas à partir de juillet 2020. Donc voilà, donc faut s'attendre du coup à ce que les montants ne soient pas si importants que ça en possibilité, et que donc on va voir plus tard, mais sur du coup le fait de pouvoir les décisions que vous allez prendre sur la formation des élus, attention, parce que du coup je ne vais pas vous mettre le feu, mais si vous voulez bénéficier encore du maximum de ce qui est possible de faire sur le sujet, il faut se dépêcher. Parce que du coup, il y a des portes qui vont se fermer à partir de la mi-mai, même début mai 2021, ça va prendre en compte par la Caisse des dépôts. Voilà. Mais voilà, étant précisé que attendons quand même ce décret intervenir, mais quelque part, ce n'est pas illogique cette baisse du montant, puisque, on va le voir plus tard, le législateur permet aussi aux collectivités territoriales de venir cofinancer les formations qui peuvent faire l'objet d'un financement dans le cadre du DIF élu. Donc peut-être que cette perte dans l'autofinancement par les élus, puisque le DIF élu, c'est bien les élus qui financent leur formation, puisque c'est eux qui payent dans le cadre de leur indemnité de fonction. Et donc ici, peut-être baisse, mais un complément, on va le voir tout à l'heure, dans cette possibilité de cofinancement. En tout état de cause, et comme l'évoquait Joël, l'ordonnance prévoit que les élus pourront utiliser le DIF, comptabilisé en heures qu'ils détiennent, sous cette forme-là, jusqu'au 22 juillet prochain. Et d'ici là, on devrait avoir, je l'espère, le plus rapidement possible, mais ce n'est pas exclure que les services de l'État attendent juillet prochain pour éviter d'éventuels effets d'aubaine en la matière. Voilà. Donc, mais en tout cas, sachez qu'actuellement, vous pouvez jusqu'au 22 juillet prochain utiliser vos DIF comptabilisés en heures, et ce n'est qu'à compter du 22 juillet prochain que le système de comptabilisation en euros entrera en vigueur selon des modalités qu'il faudra attendre un petit peu puisque ce décret en Conseil d'État n'est pas encore intervenu. Et juste une précision rapidement, attention, la prise en compte de 2 mois de la Caisse des dépôts est toujours valable. Donc ça veut dire que par rapport à ça, ce sera toujours lié. Il faudra que, en fait, pour continuer à utiliser votre DIF comptabilisé en heures, c'est écrit noir sur blanc sur le site de la Caisse des dépôts. Ils ne prendront en compte que les demandes qui arriveront avant le 6 mai, je crois que c'est 6 mai 2021. Donc c'est dans 1 mois et demi. Parce qu'il y a toujours ce délai de 2 mois. Donc, je veux dire 6 mai plus 2 mois, ça ne fait pas 22 juillet. Oui, c'est vrai. Ça fait 6 juillet, 7 juillet. Je ne sais pas pour quelle raison il y a un petit écart de quelques jours, mais en tout cas, ils l'ont écrit noir sur blanc. Donc, ils ont annoncé la couleur. Voilà. Donc, il vous reste, si vous voulez continuer à utiliser votre DIF comptabilisé en heures, du coup, vous avez encore 1 mois et demi pour le faire. Voilà. Donc, ça, c'est le premier rapport qui change quand même un petit peu la philosophie du DIF élu et qui doivent être lus quelque part avec cette nouvelle possibilité de ce qu'on appelle des cofinancements sur les formations organisées dans le cadre du DIF élu. Puisque jusqu'à présent, sur la formation antérieure, vous aviez la formation financée
par la collectivité territoriale à son initiative sur le budget de la collectivité et les formations financées par le DIF élu. Une collectivité ne pouvait pas, jusqu'à présent, venir cofinancer une formation et avoir quelque part un cofinancement entre les élus grâce à leur DIF et un complément de la collectivité territoriale. Ce mécanisme de cofinancement n'était pas possible. Et donc, et je trouve un des apports fondamentaux de cette réforme, c'est cette possibilité de cofinancement. Toutefois, là-dessus, il faut distinguer, parce que ce n'est pas toutes les formations qui pourront faire l'objet d'un cofinancement, puisqu'il faut distinguer les formations éligibles qui sont en lien avec le mandat, des formations éligibles sans lien avec le mandat, mais qui contribuent à la réinsertion professionnelle de l'élu à l'issue de son mandat. Parce que, comme vous le savez, à l'inverse des formations qui peuvent être financées par le budget des collectivités, c'est seulement les formations qui sont en lien avec le mandat, le DIF élu peut permettre de financer toutes les formations en lien avec le mandat et sans lien avec le mandat et qui permettent la réinsertion professionnelle des élus. Ici, attention, l'ordonnance est venue apporter une subtilité puisque si les formations en lien avec le mandat, tous les élus peuvent en bénéficier. Pour ces formations éligibles qui ne sont pas en lien avec le mandat mais qui permettent la réinsertion professionnelle, seuls les élus qui n'ont pas liquidé leur droit à pension au titre de leur activité professionnelle pourront en bénéficier. Autrement dit, un élu retraité ne pourrait pas utiliser son DIF pour financer des formations qui visent à la réinsertion professionnelle, ce qui n'était pas le cas avant la réforme. C'est une modification explicite dans ce cadre-là. Le principe du financement, là-dessus, n'est pas changé par la réforme. On est bien sur une cotisation obligatoire prélevée sur les indemnités de fonction des élus avec un taux minimal d'1%. On verra qu'il peut faire l'objet de modifications, mais minimum de 1%. Et ensuite, on a ces possibilités de cofinancement versées à la Caisse des dépôts et consignations pour permettre un financement plus important de certaines formations. Pour les formations en lien avec le mandat, ici, on va pouvoir avoir un cofinancement de la collectivité ou du groupement qui va venir pour les formations dont peuvent bénéficier des élus au titre de leur DIF. Et bien, la collectivité va pouvoir décider de venir cofinancer ces formations. Donc, on a toujours le dispositif. La collectivité détermine ces formations qu'elle finance elle-même avec son budget à ce titre-là, qu'elle va décider à son initiative de financer certaines formations pour les élus. Et cette nouvelle subtilité, des formations dispensées à l'initiative des élus et la collectivité va pouvoir venir compléter ce financement en la matière. À cette fin, la collectivité va devoir adopter une délibération qui précise le champ des formations à cette participation, étant précisé qu'elles ne peuvent être qu'en lien avec le mandat. Et en la matière, elle devra être conforme avec le plan de formation adopté par la collectivité et tel qu'elle l'a adopté dans les 3 mois suivant son installation. La collectivité pourra bien évidemment limiter la participation à un montant maximal par formation et ainsi qu'un nombre de formations, nombre maximal de formations par élu et par mandat qui peuvent être prises en charge. Donc ici, les collectivités vont devoir en début de mandat et puisque cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022, ces cofinancements possibles entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022, il va falloir les collectivités qu'elles réfléchissent globalement quelles formations financées à leur initiative par leur budget communal ou communautaire et des formations qui seraient à l'initiative des élus et financées à titre principal par le DIF élu et qui pourraient être complétées financièrement par le budget de la collectivité territoriale. Étant précisé que ce montant, le montant plancher et plafond des 2 à 20% s'applique pour l'ensemble des montants dépensés par la collectivité, tant pour les formations à l'initiative de la collectivité que pour les formations en cofinancement. Donc, en tout état de cause, attention, le plafond de 20%
du montant pouvant être accordé, concerne bien les formations à l'initiative de la collectivité, hein, qui sont financées dans ce cadre-là, que ces cofinancements. Donc, ça ne vient pas s'ajouter, on est sous le même plafond. De plus, attention, les formations qui sont ainsi cofinancées devront bien évidemment être intégrées dans le tableau que je vous évoquais, annexé au compte administratif de la collectivité, qui devra donner lieu à un débat. Et élément très important, et là-dessus, on est dans l'attente d'un décret d'application qui devra intervenir, puisque la part des frais pédagogiques de la formation financée par le DIF élu ne pourra pas être inférieure à un taux qui sera fixé par décret. Donc oui, la collectivité pourra venir cofinancer certaines formations, mais attention, DIF élu, par principe, c'est le DIF élu qui doit financer, j'ai envie de dire, la majeure partie du coût de la formation dispensée, et la collectivité viendra en complément de celui-ci, à voir les proportions qui interviendront dans le cadre d'un décret à intervenir. Donc là-dessus, pour ces formations en lien avec le mandat, c'est un apport fondamental de cette réforme. Vous avez ce cofinancement qui peut intervenir par la collectivité territoriale, qui implique à celle-ci d'avoir une réelle politique de formation globale pour vraiment définir quelle formation va financer, selon quelle modalité, quelles limites, quel plafond, etc. Voilà sur la formation, les formations en lien avec le mandat. Aussi, la loi a prévu, à compter du 1er janvier 2022, des cofinancements pour les formations qui ne sont pas en lien avec le mandat, mais qui permettent de contribuer à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat, et dont ne peuvent bénéficier que les élus qui n'ont pas liquidé leurs droits à pension. Ici, l'ordonnance prévoit 2 mécanismes pour venir compléter le coût de la formation prise en charge par le DIF élu, puisque les élus qui sont salariés ou fonctionnaires pourront mobiliser leurs droits à formation monétisables dont ils disposent au titre de leur parcours professionnel. Donc, dans le cadre de leur activité de salariés et de fonctionnaires, de leur compte personnel d'activité, ils pourront bénéficier, utiliser ces fonds-là pour venir cofinancer des formations qui seront principalement prises en charge par le DIF élu. Et bien évidemment, ils pourront aussi compléter par un apport personnel de l'élu pour avoir un financement global de certaines formations qui permettraient une réinsertion professionnelle des élus. Donc, comme vous l'avez compris, ces mécanismes de cofinancement qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2022, attention, ce n'est pas applicable tout de suite, ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2022, permettent vraiment, font changer un petit peu le dispositif de prise en charge du DIF élu. Et si, je pense, on parle dans les couloirs d'une baisse du montant du DIF élu, qui actuellement conduirait, si on suit ces baux de couleur, à baisser à 700 €, peut-être c'est une incitation aussi du législateur pour les collectivités à venir compléter d'éventuels financements en la matière. Mais à voir là-dessus, attendons les décrets d'application pour avoir une vision un peu plus fine des règles applicables. Autre modification qui impacte toujours le DIF élu sur les règles de recouvrement et de fonctionnement de celui-ci. Ici, 2 éléments importants à avoir en tête, puisque depuis le 1er janvier, enfin pas le 1er janvier, pardon, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le DIF élu maintenant fait l'objet d'un prélèvement à la source sur les indemnités de fonction perçues par les élus locaux. Donc, on a ce système de prélèvement à la source du DIF élu, des 1% minimum qu'on évoquait dans ce cadre-là, et la Caisse des dépôts et consignations pourra consentir éventuellement des avances dans ce cadre-là. Pourquoi et l'autre apport important, c'est qu'à compter du 1er janvier 2022, on a un principe selon lequel le fonds pour le financement du DIF élu doit être équilibré financièrement. C'est un élément important. On doit avoir un équilibre financier entre les contributions payées par les élus prélevées sur leurs indemnités de fonction et le montant des dépenses.
Et c'est la Commission nationale pour la formation des élus locaux, hein, la CNFEL, qui est en charge de s'assurer que les cotisations prélevées permettent de couvrir les dépenses. Et en cas de déséquilibre, elle pourra avoir 3 leviers de modification. Soit elle pourra modifier la valeur des droits que les élus acquièrent. Donc, on parlait de 700 €. Si on a un déficit, elle pourrait proposer au ministre des collectivités territoriales de réduire ce montant-là pour assurer cet équilibre financier. Elle pourrait aussi modifier le montant des cotisations d'élus. Si actuellement on est sur 1% des indemnités, on pourrait aller au-delà, 1,5%, voire 2%. Et enfin, elle pourrait également proposer de modifier les conditions de prise en charge des formations. Le plafond de 80 € pourrait éventuellement baisser pour éventuellement assurer cet équilibre. Donc, c'est cette commission qui proposera ces éventuelles modifications. Bien sûr, la décision appartiendra au ministre des collectivités territoriales, qui pourra venir procéder à ces modifications. Attention, là encore, on est dans l'attente d'un décret d'application pour venir préciser ces modalités. Mais je pense que ces 2 idées sont importantes, et notamment cette idée d'équilibre financier du DIF avec les potentielles évolutions est importante à avoir en tête. Autre élément intéressant qui sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2022, puisque la Caisse des dépôts et consignations devra mettre en place un service dématérialisé gratuit à disposition des élus et des organismes de formation qui doit permettre d'avoir une vision assez claire, assez précise et simple sur le montant des droits dont dispose chaque élu, des informations sur les formations éligibles et sur les modalités de prise en charge des actions de formation de l'inscription jusqu'au paiement de celle-ci. Donc, on est, pour l'instant, on n'est pas encore, ce dispositif n'est pas encore en place, puisque ça n'interviendra qu'au 1er janvier 2022, mais on est sur une logique de simplification et d'information dans la mise en œuvre et dans le déroulé du TIF élu grâce à ce service dématérialisé. Autre apport de la... Donc voilà, sur toutes les modifications assez rapides sur le DIF élu. Maintenant, on va voir d'autres modifications prévues par l'ordonnance de manière un peu plus rapide. Première modification sur les mécanismes de mutualisation de la formation des élus pouvant mettre en place au sein entre les communes et leur EPCI à fiscalité propre, c'est-à-dire leur communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole. Puisque là-dessus, ce n'est pas une nouveauté de l'ordonnance, puisqu'elle prévoit toujours la possibilité de transférer cette compétence, la collectivité qui doit assurer le financement dans 2 à 20% des indemnités de fonction au titre de son budget propre. Les communes, la gestion de ces formations et de son financement, les communes peuvent décider de transférer cette compétence à leur EPCI à fiscalité propre de rattachement. Et donc, c'est l'intercommunalité qui, en cas de transfert de compétences, assurera le plan de formation et le budget pour la formation des élus communautaires, mais également le plan de formation et le financement de la formation des élus municipaux de chacune de ces communes membres, qui pourrait permettre éventuellement d'avoir peut-être en termes de mutualisation d'échelle, d'avoir un spectre plus large d'élus à former sur certaines thématiques et avoir peut-être des tarifs préférentiels dans ce cadre-là. Et donc ici, l'idée un petit peu du législateur, c'est d'inciter même s'il modifie cette possibilité existait avant la réforme, ici le législateur vise à inciter à ce transfert de compétences, puisque la loi, désormais, enfin l'ordonnance, mais de niveau législatif, prévoit désormais que les communes qui n'ont pas transféré cette compétence selon les modalités classiques de transfert de compétences, prévues au 5211-17 du CGCT, qui implique délibération du conseil communautaire des communes à la majorité des 2/3, moitié ou moitié 2/3 et un arrêté préfectoral. Ici, pour inciter à ce transfert, le législateur prévoit que les communes qui n'ont pas transféré doivent
dans les 6 mois suivant l'installation du conseil municipal, suivant chaque renouvellement général des conseillers municipaux, doivent se prononcer sur un éventuel transfert de cette compétence. Donc, quelque part, tous les 6 ans, les communes, suite à l'installation dans les 6 mois suivant l'installation du conseil municipal, devront délibérer pour décider est-ce que je transfère cette compétence à l'intercommunalité ou est-ce que je la conserve. Si transfert de compétence il y a, ça veut dire, comme je vous l'évoquais, que la prise en charge de l'ensemble des frais de formation assurés par le budget communal devra être assurée par le budget de la communauté. Bien évidemment, vous aurez, comme dans le cas d'un transfert de compétences, vous aurez bien évidemment un transfert de charges. Donc, si vous êtes sur un EPCI à fiscalité professionnelle unique, un impact sur les attributions de compensation des communes pour contribuer au financement de ceci. Et donc, en cas de transfert de compétences, l'intercommunalité devra, dans les 9 mois suivant l'arrêté prononçant le transfert ou suite à son installation, suite à chaque renouvellement général, devra délibérer pour fixer le plan de formation et le budget alloué pour la formation des élus communaux de ces communes membres. Et donc là-dessus, toujours avec les mêmes plafonds, 2%, entre 2 et 20% dans ce cadre-là. Bien évidemment, on aura un tableau récapitulant les actions de formation des élus financés qui devra être annexé au compte administratif adopté par le conseil communautaire et donner l'objet à un débat annuel en la matière. Donc, comme vous l'avez compris, en cas de transfert de compétences, l'EPCI à fiscalité propre assurera la formation tant des élus communautaires que des élus communaux de l'ensemble de ces communes membres. Donc, ici, l'apport de la réforme, c'est vraiment d'inciter, vous l'avez compris, à ce transfert de compétences. Mais l'apport principal de cette réforme, c'est si vous n'avez pas de transfert de compétences. Puisque, à défaut de transfert de compétences, la loi est quand même intervenue pour inciter les EPCI à fiscalité propre à venir aider les communes dans la prise en charge et dans l'organisation des formations sur le territoire des communes. Puisque la loi introduit une nouvelle obligation qui prévoit que dans les 6 mois suivant l'installation de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre suite au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, le conseil communautaire va devoir délibérer sur l'opportunité de proposer des outils communs avec leurs communes membres qui visent à développer la formation liée à l'exercice du mandat des élus de ces communes membres. Et la délibération va venir préciser quels sont les dispositifs pouvant être envisagés dans ce cadre-là. Cela pourrait être, par exemple, un mécanisme d'appui où le conseil communautaire, la communauté va venir élaborer le plan de formation mis en place au sein de la commune, va venir aider la commune dans la détermination des règles qui permettent d'en assurer le suivi, le financement, l'évaluation en la matière. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ordonnance permet également à la communauté de venir cofinancer les formations qui seront dispensées à l'initiative de la commune. Ici, cette délibération pourra autoriser ce que je vous évoque, l'intercommunalité, à participer au financement des formations en lien avec le mandat, qui sont organisées certes à l'initiative des communes, dans le cadre de leur budget communal qu'on évoquait, mais également le cofinancement, le nouveau cofinancement prévu dans le cadre du DIF, où les élus veulent financer une formation, elles mobilisent principalement leur DIF, les communes viennent cofinancer, on pourrait avoir également un autre cofinancement de l'EPCI à fiscalité propre, et ce même en dehors de tout transfert de compétences. Ici, particularité, comme l'ordonnance prévoit que dans les 6 mois qui suivent la ratification de l'ordonnance, les EPCI à fiscalité propre vont devoir délibérer pour intervenir sur ces mécanismes-là. Attention, donc ça veut dire, je vous l'ai évoqué en introduction, que l'ordonnance était en cours de ratification au Parlement. Lorsque celle-ci sera définitivement
ratifié, les EPCI à fiscalité propre auront 6 mois pour délibérer, pour venir décider quel mécanisme d'outils communs de développement de la formation avec leurs élus on peut mettre en place si la compétence n'a pas été transférée. Est-ce que je les aide sur le plan de formation à mettre en œuvre, sur leur suivi, ou est-ce que je vais même jusqu'à décider de cofinancer certaines formations avec mes communes membres, et ce, en dehors de transfert de compétences. Bien évidemment, les communes et l'intercommunalité pourront mettre en place d'autres outils de mécanismes de coopération pour envisager de créer un service commun, éventuellement, en dehors de transfert de compétences entre les communes et l'interco, et de créer un service commun formation où, ici, ce service assurera la gestion des formations pour les communes et pour les élus communaux et les élus communautaires dans ce cadre-là. Et bien évidemment, ces dispositions sont en vigueur depuis le 22 janvier 2021. Donc ici, c'est un apport intéressant et novateur de la réforme. Enfin, rapidement, puisque je vois que nous avons dépassé sur le temps, d'autres apports de la réforme. Ici, la réforme prévoit un renforcement du rôle de la Commission nationale de la formation des élus locaux, puisque, comme on vous l'évoquait, elle va émettre des avis et des recommandations sur l'efficacité, la transparence et surtout l'équilibre financier de la formation des élus. Donc c'est elle, comme je l'évoquais, en cas de déséquilibre des recettes par rapport aux dépenses du DIF élu, elle sera en charge de proposer des mécanismes de correction pour rétablir l'équilibre en la matière. Également, elle va avoir un rôle d'élaborer un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat. Pourquoi? On va le voir que ce répertoire, ici, lorsque vous allez vouloir bénéficier de formations éligibles dans le cadre du financement du DIF, ces formations devront être conformes au répertoire des formations élaboré par cette commission et qui devra établir un rapport annuel sur ses travaux. Et également, alors, un avis de pouvoir d'avis sur les demandes de délivrance et de retrait d'agrément. On va le voir juste après, puisque maintenant, on va avoir un contrôle prospectif sur les organismes de formation où vous pouvez aller si on ne se respecte pas les obligations en la matière, possibilité de suspension, voire de retrait des agréments et donc non prise en charge des financements en la matière. Et également un avis sur tout projet en matière de formation. C'est vraiment l'instance centrale en matière de réforme de la formation des élus. Autre élément, mais très rapide, sur l'impact de la réforme sur l'agrément des organismes de formation. Joël l'évoquait sur la perte de l'agrément de droit de certains organismes de formation. Maintenant, tout organisme de formation devra faire l'objet d'une procédure d'agrément et pourra faire l'objet d'une suspension, voire d'un retrait de son agrément. D'où l'intérêt du service dématérialisé mis en place par la Caisse des dépôts qui vous permettra de suivre de manière très régulière et bien vous assurer que si vous voulez organiser ou participer à une formation, que celle-ci est bien éligible et fait bien l'objet d'un agrément en la matière. Là-dessus, quels sont les apports et les modifications? Je parlerai de deux apports principaux, puisque avant, vous l'évoquez, les agréments étaient délivrés par le ministre de l'Intérieur. Maintenant, c'est le ministre chargé des collectivités territoriales qui sera en charge de délivrer les agréments. Autre apport important, à compter du 1er janvier 2022, les formations proposées par les organismes devront être conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat établi par la Commission nationale de la formation des élus locaux. C'est ce que je vous évoquais. Attention, on devra avoir une stricte conformité et si tel n'est pas le cas, l'organisme de formation pourrait voir son agrément suspendu, voire remis en cause. Également, et c'est ce qu'évoquait Joël aussi en introduction, on a une tendance à venir transposer les règles applicables en formation en matière de salariés de droit privé dans le cadre de formation des élus, puisque l'ordonnance prévoit la transposition et l'application de nombreuses règles sur les organismes de formation applicables dans le secteur privé
pour la formation des élus. Également, ces organismes devront, je vous en cite les principales, hein, elles vont faire l'objet d'une déclaration en préfecture par rapport aux règles de fonctionnement de ces organismes, de contrôle et également de la certification de qualité des formations proposées. Donc là-dessus, l'ordonnance, quelque part, si vous devez retenir quelque chose, conduit à accroître les contraintes et les obligations à la charge des différents organismes de formation pour éviter notamment des effets d'aubaine où certains organismes de formation, eu égard on voudrait faire de spéculation un petit peu financière, seraient peu sérieux et conduiraient à proposer des formations peu sérieuses. Donc là-dessus, c'est dans cette logique de accroître les obligations à charge des organismes de formation. Et également, on augmente les obligations et aussi on prévoit des sanctions si jamais on ne respecte pas ces obligations, puisque le ministre des collectivités territoriales pourrait suspendre l'agrément octroyé pendant un délai de 4 mois pour imposer à l'organisme de se mettre en conformité avec ses obligations. Par exemple, dans l'hypothèse où le titulaire ne respecte pas les obligations de formation lui incomblant, il ne remplit plus les critères, ou il a commis des actes susceptibles de faire peser un doute sur la régularité de sa gouvernance ou de sa gestion. Et cette suspension pourra éventuellement, après avis de la Commission nationale de la formation des élus locaux, faire l'objet soit d'un maintien, soit d'un retrait pur et simple de l'agrément. Dans ce cadre-là, attention, avec un décret d'application qui devra intervenir en la matière. Donc, si l'on veut faire un petit élément de synthèse en la matière, en essayant de compiler, bien sûr, attention, avec des trous dans la raquette, puisqu'on a de nombreux décrets d'application qui doivent intervenir, avec quelque part une petite synthèse suite à la réforme prévue par l'ordonnance de janvier 2021, où on a toujours, vous le voyez, les deux modes de financement de la formation des élus. D'une part, les formations à l'initiative des collectivités, financées par les budgets locaux, qui, eux, ne changent quasiment pas avec la réforme, puisque ces formations éligibles, ce sont nécessairement en lien avec le mandat, avec les conditions à respecter qu'on vous évoque ici, financées par le budget de la collectivité, élus éligibles, tous les élus de la collectivité, le montant devant être alloué entre 2 et 20% du montant total des indemnités de fonction. Le seul apport de la réforme, c'est que le montant ne concerne que les frais pédagogiques de formation, donc c'est 20% des frais pédagogiques de formation dispensés. Et la procédure, toujours, orientation et crédit ouvert fixés par l'Assemblée délibérante dans les 3 mois suivant ce renouvellement, avec un débat annuel sur le tableau récapitulatif annexé au compte administratif. Donc, quelque part, la formation à l'initiative des collectivités et financée par les budgets sont que très peu modifiées par l'ordonnance de janvier dernier. Là où on a une évolution de manière beaucoup plus importante et qui devra être complétée par différents décrets à intervenir, c'est la formation à l'initiative des élus, c'est-à-dire le DIF élu. Où là, il faut distinguer les formations en lien avec le mandat, les formations sans lien avec le mandat, mais qui font l'objet d'une reconversion professionnelle. Le financeur, toujours les élus locaux, via le DIF élu, et là-dessus, un des apports, c'est que le fonds qui gère le DIF élu devra être équilibré financièrement. Ici, les deux principaux apports de l'ordonnance, possibilité de cofinancement de la collectivité pour les formations en lien avec le mandat, pour tous les élus, avec, attention, limite entre 2 et 20% du montant total des indemnités de fonction pour les frais pédagogiques. Bien sûr, le coût horaire maximal de formation pédagogique est toujours de 80 € avec un taux de prélèvement d'1% sur les indemnités en la matière. Pour les formations qui permettent la reconversion professionnelle des élus, attention, seulement les élus qui ne sont pas à la retraite pourront en bénéficier. Également, possibilité de cofinancement via le droit à formation monétisable au titre du parcours professionnel de l'élu, si vous êtes salarié ou fonctionnaire, et avec un cofinancement par rapport personnel des élus, toujours avec
coût horaire maximum de 80 € et un financement de 1% sur les indemnités de fonction. Également, autre apport principal, bien évidemment, votre DIF élu maintenant, avant était en heures, maintenant il sera en euros, mais il sera toujours utilisable dès la première année de mandat et jusqu'au 22 juillet prochain, avec attention au délai d'instruction de la Caisse des dépôts et consignations, vous pourrez utiliser vos DIF comptabilisés en heures jusqu'à cette date-là. Attention, décret d'application à intervenir. Enfin, bien évidemment, votre DIF élu toujours est géré par la Caisse des dépôts et consignations qui instruit toujours les délais, les formations dans un délai de 2 mois et avec ce service dématérialisé gratuit à disposition des élus et des organismes de formation qui interviendra à compter du 1er janvier 2022. Donc voilà, de manière assez rapide, cette présentation synthétique de cette formation en la matière et j'arrête pour vous laisser et répondre à vos éventuelles questions en la matière. On t'entend pas, Laurence. Je me suis permis de sourire, Maître Ray, parce que sur la partie, alors ça c'est une petite pile personnelle, mais sur la certification de qualité du coup pour les organismes de formation, parce que j'ai noté que certains organismes du coup en seraient dispensés, et on voit bien quels sont les organismes qui en seront dispensés, puisque du coup c'est assez clairement fléché sur les types d'organismes en question, donc on voit bien de qui il s'agit. Mais bon, c'est une autre histoire, mais je trouve ça un peu dommage que du coup, les organismes de formation ne fassent pas tous la même course avec les mêmes chaussures. Ça, c'est le jeu politique. Alors, on va revenir aux questions. Alors, il y a une première question qui était au début de l'intervention. Alors, l'élu peut-il utiliser son DIF par anticipation? La réponse est non. Non. Il ne peut pas. C'est un droit qui est acquis, mais vous ne pouvez pas du coup anticiper. Donc, vous avez 20 heures la première année, mais si vous dites j'aurai 20 heures la deuxième année, en fait, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Peut-être que en fait, la personne va arrêter son mandat assez vite, peut-être qu'elle va démissionner, enfin, il va se passer des choses. Donc, en fait, ce n'est pas possible d'anticiper sur. C'est pas un droit, vous n'avez pas 120 heures, et puis là, on vient de voir que de toute manière, maintenant, les 120 heures, voilà, il vous reste 2 mois, même pas 2 mois, 1 mois et demi, on va dire, pour bénéficier des crédits en heures, les utiliser de la meilleure manière possible. Et puis après, on va basculer sur un compteur en euros, mais néanmoins, ce sera quand même un montant en euros tous les ans. Ce ne sera pas un montant global qui vous sera affecté sur la durée du mandat. Donc, vous ne pourrez pas anticiper là-dessus. Ouais. Après, il faudra voir dans le décret d'application ce qui est prévu, puisque jusqu'à présent, on prévoyait que vos 20 heures de formation étaient cumulables sur le mandat et vous pouviez avoir un report, si vous n'aviez pas utilisé dans certaines mesures, un report des heures. Ici, l'ordonnance supprime cette mention de cumul sur le mandat, pas pour supprimer, mais pour une raison, pour supprimer cette modalité sur l'échelon législatif, pour permettre au décret d'avoir un peu plus les coups des francs pour voir les modalités de mise en œuvre en la matière. Donc, à voir vraiment ce que nous précisera le décret. Et là-dessus, sur une prise en anticipation, non, jamais. Mais pour le cumul et le report, il faudra voir dans ce décret qu'est-ce qui viendra nous préciser en la matière. Que se passe-t-il pour les collectivités n'ayant pas prévu de budget de formation dans les 3 mois suivant l'installation? Pourront-elles quand même délibérer sur les cofinancements? La problématique, moi je pense que oui. La difficulté qu'il y a, vous collectivités, si vous ne délibérez pas sur un montant de formation, c'est-à-dire un minima 2% du montant des indemnités de fonction, ça ne vous permet pas de refuser toute formation des élus. Puisque là-dessus, attention, j'insiste, si vous avez un élu qui vous fait une demande de formation, que cette formation est bien en lien avec le mandat, qu'elle est dispensée par un organisme agréé, que cette formation n'est pas dispendieuse, n'est pas d'un coût excessif et qu'elle, quelque part, est en dessous, ne vous fait pas dépasser les règles de plafond, ça constitue une dépense obligatoire et vous devez, vous, collectivité,
en assurer le financement. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas dire non, non, je n'ai pas prévu de délibération d'un montant de 2%, je ne prends pas en charge cette formation-là. Non, non. Justement, vous avez tout intérêt à délibérer, notamment pour éventuellement refuser la prise en charge de certaines dépenses, puisque vous allez pouvoir dire éventuellement à vos élus, bah, si jamais vous avez une formation qui vous fait dépasser le budget prévu par la collectivité, là, à ce moment-là, ça constitue un motif qui vous permet de refuser la formation, la prise en charge de la formation dispensée. Donc, j'ai envie de dire, ne pas délibérer ne devrait pas vous empêcher de participer. Toutefois, là-dessus, moi, je ne pourrais que vous conseiller d'avoir une réflexion globale sur comment financer, quelle formation financer, quel plafond mettre en place et d'avoir un peu une grille de lecture pour permettre d'avoir une certaine visibilité pour vos élus, pour savoir s'ils envisagent une formation qui s'inscrit dans le cadre du programme de formation que vous allez définir et prise en charge, quelle formation ils peuvent faire, selon quel montant, quelle modalité. Et si ce n'est pas le cas, s'ils veulent financer une formation grâce à leur DIF élu, est-ce que cette formation pourrait faire l'objet d'un cofinancement défini par la collectivité? Là-dessus, attention, ce cofinancement est à la libre appréciation de la collectivité, à l'inverse de l'autre aspect, mais devra, à mon sens, être réfléchi globalement sur ces deux volets. Et j'ajouterais juste un point, c'est que c'est aussi important par rapport au financement des formations aussi de l'opposition, parce que vous avez aussi des gens de l'opposition qui, nous on a eu le cas à plusieurs reprises de gens qui souhaitaient se former et qui avaient discuté parce qu'en fait, globalement, le budget de la collectivité ne prévoyait rien pour eux. Et ça, c'est pas possible non plus, quoi. Voilà. Donc, et là-dessus, ils sont tout à fait en droit. Après, c'est le délai de mise en œuvre, mais demander au maire de prendre en charge la formation, refus du maire, contestation devant le tribunal administratif avec demande d'injonction pour contraindre la collectivité de prendre en charge la formation. Ça peut prendre un peu de temps, mais bon, vous avez c'est quand même un outil contraignant, un peu compliqué, mais qui est tout à fait envisageable à mobiliser le cas échéant. Mais en tout cas, moi, mon conseil collectivité, réfléchissez bien globalement et définissez bien les modalités en amont. C'est mieux de définir un cadre, ça c'est clair. Ça évite effectivement les débats inutiles, les procédures et surtout les tensions, quoi. Et puis au final, il ne faut pas oublier quand même que l'objectif global du législateur, c'est quand même de se dire il faut qu'on ait des élus plus compétents, qui sachent mieux comment fonctionnent les collectivités pour ne pas perdre de temps, parce que les mandats, finalement, ils ne sont pas si longs que ça. Le temps de mettre en place les actions, etc. On a besoin d'avoir des élus compétents pour pouvoir mener à bien les projets politiques et bien collaborer avec l'administration qui, elle, est chargée de mettre en œuvre ces projets politiques. C'est vraiment important, du coup, de ne pas considérer ça comme étant une dépense, entre guillemets, obligatoire et donc quelque peu contraignante. Non, c'est un investissement que vous faites, en fait, sur la réussite politique du mandat. Absolument. Alors, quelles sont les formations qui peuvent être envisagées? Bon, Maître Ray, vous avez un peu expliqué un peu les perspectives, on va dire, par rapport à cette histoire de répertoire sur le CNFEL. Néanmoins, on peut faire preuve de bon sens par rapport à ça, notamment quand on dit qu'on est dans le cadre de l'exercice du mandat. Un élu à l'urbanisme, forcément, à un moment donné, s'il demande une formation sur le PLU, il n'y a aucune raison, bien évidemment, de lui interdire la formation au titre de l'exercice du mandat. C'est pleinement cohérent, la manière que s'il a une formation sur d'autres mécanismes liés à la gestion de la voirie ou que sais-je. Tout ça, ça va rentrer dans son prisme. Et la manière sur des formations qui, si c'est nouvel élu, qui vont rentrer dans une formation de meilleure maîtrise de la collectivité, de connaissance de la collectivité, de connaissance des finances, que sais-je. Tout ça, ça va être cohérent par rapport à l'exercice de son mandat. Après, si demain vous dites, tiens, on va organiser un séminaire de team building à Avoriaz avec, finalement, quand même, on va se faire des trucs un peu sympas avec un peu d'escalade et puis un peu de… Voilà.
Ça, à mon avis, c'était peut-être possible il y a quelques années, mais là, avec la Caisse des dépôts, maintenant, c'est fini. Ça, je pense que ça ne sera plus possible parce que la Caisse des dépôts considérera que ce n'est pas lié à l'exercice du mandat et que, en tout cas, que l'objectif pédagogique n'est pas super clair. Donc là, j'ai pris forcément un exemple caricatural, mais voilà. Après, c'est l'histoire des répertoires. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, parce que c'est important, parce que tout ça, en fait, il y a un fil rouge dans tout ça, c'est que la Caisse des dépôts, en fait, gère déjà tout le dispositif du CPF au niveau national pour les formations privées. D'accord? Donc, voilà. Donc, ils vont faire en sorte finalement de rassembler et de rapprocher au fur et à mesure l'ensemble des dispositifs de formation. Et donc, quand on parle de répertoire, quand on parle de tout ça, il y a l'idée d'ailleurs aussi de faire converger finalement. Et c'est vrai qu'ils sont très répertoires à la Caisse des dépôts, mais ils aiment ça. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des gens de la Caisse des dépôts, mais voilà, bravo, c'est un super boulot, mais c'est un travail hyper fastidieux parce que recenser toutes les formations de français Navarre, c'est juste un travail de dingue. Et après, est-ce que ce sera d'autres, plutôt comme d'autres ordonnances de formation qu'on a dans d'autres secteurs d'activité, plutôt des injonctions vers plutôt des domaines particuliers en disant, voilà, on va flécher plutôt ces domaines-là, sans forcément nommer, bien sûr, toutes les formations. On verra effectivement la forme que ça prendra. Et c'est les travaux de la commission, je pense, au fur et à mesure qui vont s'affiner par rapport à ça. Mais, alors, on va prendre une dernière question parce qu'on arrive au bout de notre temps imparti. Avez-vous un modèle pour la délibération du DIF élu? Car attendre le décret me paraît long. Délibération, pourquoi? Pour envisager le cofinancement en la matière? L'application du DIF des élus. Parce que là-dessus, hein, sur le DIF élu, il ne faut pas oublier, hein, par principe, le DIF élu, c'est à l'initiative des élus locaux. La collectivité, par principe, n'a pas à mettre son nez dedans. Là où la collectivité peut intervenir, c'est pour envisager un cofinancement pour des formations qui sont financées par les élus au titre de leur DIF élu. Et c'est une délibération qui va venir préciser quelles sont les modalités de cofinancement à mettre en place. Et cette possibilité-là ne peut être envisagée qu'à compter du 1er janvier 2022. On ne pourra pas, avant le 1er janvier 2022, envisager ce cofinancement-là. Après, c'est pour ça que moi, à la place, enfin pour la collectivité, j'attendrai, il y a deux éléments à mon sens qu'il faut attendre. Le premier élément, c'est quelles vont être les modalités de financement de ce DIF en euros, hein, quelles sont les règles de calcul et de plafond, premier élément, et aussi un autre décret qui doit intervenir pour fixer quel est le montant minimal devant être assuré par l'élu au titre de son DIF élu dans ce cadre-là. Donc, il y a ces deux précisions qui doivent intervenir. Donc, à mon sens, aujourd'hui, ça me paraît un petit peu prématuré pour envisager une délibération dans ce cadre-là. Donc, moi, ce que je pourrais vous inciter, là, élus et collectivités, c'est de réfléchir à cette offre globale de formation au titre de votre budget, au titre des formations à l'initiative de la collectivité et aussi des formations à l'initiative des élus pour lesquelles vous pouvez envisager un cofinancement. Et donc, de définir de manière un petit peu cohérente dans les formations en lien avec le mandat, quels sont les critères que vous allez mettre en place pour assurer ce cofinancement, dans quelle proportion, selon quelle modalité, etc. etc. Et pour vraiment avoir une vision fine, attendons ces deux décrets d'application pour avoir ces précisions et avoir quelque chose d'assez efficient en la matière. Juste, alors, il y a deux questions, je vais répondre rapidement. Quelqu'un qui a dit, est-ce que les droits en heures non utilisés au 22 janvier 2021 pourront être transposés en euros et conservés dans cette nouvelle forme ou seront-ils perdus? Alors en fait, vos droits en heures, vous pouvez les utiliser, comme on l'a vu, jusqu'en juillet. Mais il y a dit juillet, c'est la date des formations, donc du coup, jusqu'à en vrai, vous allez pouvoir faire vos demandes à partir de début mai, jusqu'à début mai, pardon, excusez-moi. Et après, effectivement, toutes les heures de DIF en euros qui ne sont pas utilisées seront de toute manière transposées en compte euros et c'est tout. Donc, ça veut dire que si vous avez 20 heures, que vous avez utilisé 10 heures, vous avez 10 heures qui vous restent, ces 10 heures, à partir de juillet, elles s'envolent. Voilà. Par contre, il vous restera votre compte en euros qui sera disponible. On va nécessairement avoir une période transitoire pour l'année 2021 et ensuite, de manière pérenne, à compter des années prochaines en la matière. Ouais. Et ensuite, une
une autre question, c'était pour la délibération par rapport aux 6 mois de délibération par rapport à la mise en œuvre des EPCI. Donc, une dame qui dit, voilà, les 6 mois étant écoulés, est-ce que ça vaudra la peine pour le prochain, mandat? Pour délibérer sur le transfert de la compétence. Ouais, là, les obligations. En fait, la loi vous impose de délibérer dans les 6 mois suivant le renouvellement. Mais rien ne vous empêche, vous, collectivité, d'initier un transfert volontaire de cette compétence. Je vais peut-être aller vite là-dessus. La loi vous impose de délibérer dans les 6 mois suivant le renouvellement, mais rien ne vous empêche, vous, commune, d'envisager à tout moment, en cours de mandat, un transfert de cette compétence-là. C'est ça, exactement. Après, l'autre délai de 6 mois, c'est si vous n'avez pas transféré la compétence, vous, collectivité, vous allez devoir définir les modalités de mise en commun des outils de formation. Et là, le délai de 6 mois, attention, en 2021, va courir dans un délai de 6 mois à compter de la ratification de l'ordonnance. L'ordonnance n'est pas encore ratifiée. Ce délai de 6 mois ne court pas encore. Je pense qu'elle devrait être ratifiée, je pense, au courant mois d'avril, voire début mai au plus tard. Ça sera 6 mois à compter de cette date-là, où vous allez devoir vous prononcer sur les outils communs à mettre en place. Très bien. Je crois qu'on a terminé avec les questions. Eh ben, écoutez, un grand merci à tous les deux. Maître Simon Ray, expert sur l'ensemble des problématiques relatives au fonctionnement des collectivités, qui nous accompagne sur un certain nombre de formations et notamment sur une formation pour intégrer les nouvelles règles d'exercice du mandat d'élu. Et Joël Provenchère, qui est directeur de l'offre pédagogique de la Gazette Formation et qui nous ont accompagnés sur ce webinaire qui, j'espère, vous a intéressé, vous a appris beaucoup de choses. Et encore une fois, n'hésitez pas à solliciter notre service et à consulter nos sites internet pour les formations de vos élus, de vos collaborateurs et de vous. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Merci. Et à bientôt. Bon courage à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée.